J'ai remarqué que mes bijoux avaient disparu, des cadeaux de ma défunte grand-mère. Ma belle-sœur a souri et a dit, ils me vont mieux. Mon mari a ri, tu ne les portais presque jamais. Je suis allé au prêteur sur gage où elle les avait encaissés, et le propriétaire a dit, vous avez signalé leur vol trop tard. Elle avait la permission. J'ai demandé, de qui? Il a retourné son écran et m'a montré une lettre signée par mon mari, qui disait, je suis resté chez Dana pendant 4 nuits. Je n'ai pas répondu aux appels de Luc. J'ai ignoré ses textos. Au début, il m'a simplement envoyé quelques messages, où es-tu? Nous devons parler. Tu exagères. Puis il est devenu méchant. Tu fais une montagne d'une taupinière. Si tu vas agir comme ça à cause d'un bracelet, peut-être devrais-tu rester parti. Ça m'a touché. Non pas parce que j'y croyais, mais parce que ça confirmait tout ce que Dana avait dit. Ce n'était pas une question de bijoux. C'était une question d'irrespect, de pouvoir, et du fait que mon mari ne me considérait plus comme une partenaire, mais comme quelqu'un qu'il pouvait ignorer quand cela l'arrangeait. Et Ivy, elle n'était qu'un parasite se nourrissant des fissures. Je savais que je devais jouer intelligemment. Les éclats émotionnels n'allaient pas marcher. Crier sur Luc, traiter Ivy de voleuse. Rien de tout cela ne m'aiderait. Je devais tout rassembler, lentement, avec soin. La première chose que j'ai faite, j'ai pris des captures d'écran des SMS de Luc. J'ai pris des photos du reçu du prêteur sur gage et de la bague en grenat. J'ai sauvegardé l'image de la lettre de permission qu'il avait signée. J'ai rappelé le prêteur sur gage et j'ai demandé s'il serait disposé à me donner une copie notariée de l'enregistrement de la transaction. Ils ont accepté. Le propriétaire n'était pas content de ce qui s'était passé. Il a dit que je ne ressemblais pas à quelqu'un qui essayait de créer des ennuis. Il a même proposé de mettre la bague de côté pour moi, au cas où je voudrais la racheter. Je l'ai remercié, mais je n'avais pas l'intention de la racheter. Pas encore. Deuxièmement, j'ai rencontré discrètement une avocate, une femme nommée Rita Dobson, d'une 40aine d'années, aux yeux vifs, qui ne prenait pas de gants. Je lui ai tout raconté. Elle m'a laissé parler. Puis elle s'est penchée en arrière dans sa chaise et a dit, « Claire, permettez-moi d'être claire. C'est du vol. Vous n'avez pas besoin de crier ou d'aller à la guerre pour les faire payer. Vous avez juste besoin de suivre les étapes. » Je lui ai dit que je n'étais pas sûr de vouloir divorcer pour l'instant. Elle a dit, c'est votre choix, mais je vous suggère de commencer à vous y préparer comme si c'était le cas. Alors je l'ai fait. De retour à la maison, Luc a agi comme si de rien n'était. Quand je suis finalement rentré à la maison, il m'a accueilli à la porte comme un mari de sitcom. Tu t'es enfin calmé, a-t-il dit, comme si j'étais la personne irrationnelle. Je suis passé devant lui sans répondre. Il m'a suivi dans la cuisine. Allez, Claire, tu n'es pas sérieusement fâchée à cause d'Ivy qui vend quelques vieilles affaires? Tu ne les portais même pas. Je ne portais pas non plus ma robe de mariée, ai-je dit. Devrait-elle vendre ça ensuite? Il a ricané. Ne sois pas dramatique. Je veux qu'elle ramène tout ce qu'elle a pris. Maintenant, il avait l'air offensé. Tu penses que je peux simplement faire sortir ça de nulle part? Elle avait besoin d'aide. C'est ma sœur. Je me suis tourné vers lui, d'un air sérieux. Et j'étais votre femme. Ces bijoux n'étaient pas à vous. Il est resté silencieux. Puis il a essayé de tordre la situation. Pourquoi êtes-vous si froide à ce sujet? Nous sommes une famille. Ivy ne voulait rien dire par là. Je n'ai pas répondu. Je suis allé dans notre chambre, j'ai fermé la porte à clé et j'ai commencé à cataloguer tout ce que je possédais d'autre. J'ai fait une feuille de calcul. Tout ce qui était sentimental, de valeur, tout ce que Luc pourrait essayer de céder ensuite. 3 jours plus tard, Ivy a eu le culot de se présenter alors que j'étais seul à la maison. Elle a défilé comme si elle était chez elle. Elle portait mon médaillon de grand-mère. Je pouvais le voir autour de son cou, se balançant légèrement sur son débardeur bon marché. Et, a-t-elle dit, comme si nous étions amis. Toujours fâché? Je n'ai rien dit. J'ai juste fixé le médaillon. Elle a haussé les épaules. Tu es mesquine, tu sais. Luc a dit, tu es peut-être hormonal. J'ai souri. Enlève ce médaillon. Quoi, ai-je dit? Enlève-le tout de suite. Elle a ri. Tu n'es pas sérieuse. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur enregistrer. Tu m'as volé,
et maintenant tu es en train de t'introduire par effraction. Elle est devenue pâle. Luc a dit que c'était bon. Luc ne me possède pas, ni mes affaires. J'ai fait un pas en avant. Enlève-le, ou j'appelle la police maintenant et je porte plainte. Elle m'a fixé. Pour la première fois, elle a semblé incertaine. Puis, elle a arraché la chaîne de son cou et l'a jetée par terre. Tu es une folle, a-t-elle dit et est sortie en trombe. Je n'ai même pas cligné des yeux. Cette nuit-là, j'ai envoyé la vidéo à mon avocate. Elle m'a rappelé en moins de 10 minutes. C'est bon, a-t-elle dit. C'est très, très bon. Après cela, les choses se sont accélérées. Rita, mon avocate, a dit que la vidéo d'Ivy était de l'or. Elle montrait clairement la possession d'un bien volé et l'aveu verbal qu'elle savait que je ne lui avais pas donné la permission. Combinée à la lettre signée par Luc, elle brossait un tableau qui ressemblait beaucoup à une conspiration et à une fraude, d'autant plus que les objets ne lui appartenaient jamais légalement. Mais je ne suis pas allé directement à la police. Je voulais qu'il tombe dans le piège en premier. J'ai commencé par déplacer l'argent. Luc et moi avions un compte joint, mais j'avais aussi un compte d'épargne séparé à mon nom uniquement. Je l'avais utilisé pour des travaux indépendants et de l'argent, et je n'en avais jamais parlé. J'ai commencé à virer de petites sommes du compte joint vers le mien. Rien qui ne déclenche des alarmes. J'ai également ouvert une case postale à mon seul nom. J'ai réacheminé tout mon courrier personnel, relevé bancaire, informations de carte de crédit, facture médicale, vers cette case postale. J'ai fait des copies de notre hypothèque, des titres de voiture et de tout ce qui portait nos deux noms. J'ai tout numérisé et l'ai envoyé à Rita. Quand j'ai eu terminé, j'avais un dossier plus épais qu'une Bible. 2 semaines après qu'Ivy a dévalisé la maison, Luc a essayé de réinitialiser les choses. Il a prévu un dîner, a fait cuire un steak, a allumé des bougies, a versé du vin. Je me suis assise en face de lui et j'ai regardé la nourriture comme si elle était empoisonnée. Il a souri comme si de rien n'était. Alors, a-t-il dit, tout va bien maintenant? J'ai posé ma fourchette. Non, ça ne va pas. Il a soupiré. Allez, tu as récupéré le médaillon. Ivy est partie. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Je me suis penché en avant. Je veux la bague, le bracelet, les boucles d'oreilles. Je veux tout ce que tu as cédé. Il a secoué la tête, agacé. Ce truc est parti, Claire. Tu dois laisser tomber. Tu m'as volé. Je n'ai rien volé, a-t-il rétorqué. J'ai signé un papier pour aider ma sœur. Si tu ne peux pas pardonner ça, je ne sais pas quoi te dire. J'ai hoché la tête lentement. Merci d'être honnête. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre d'Amy. Il n'est pas venu me chercher. Le lendemain matin, j'ai déposé la plainte à la police. J'ai apporté tous les documents que j'avais. La transaction notariée du prêteur sur gage, la vidéo d'Ivy, la lettre signée, tout. L'officier que j'ai rencontré était un homme d'âge mûr, pragmatique. Il n'a pas dit grand-chose pendant que je parlais, il n'a fait qu'écrire. Quand j'ai eu fini, il a dit, vous comprenez que cela peut prendre du temps, mais c'est solide. Vraiment solide. J'ai dit que je comprenais. 2 jours plus tard, j'étais au travail quand j'ai reçu l'appel. Officier Garza. Nous avons arrêté votre mari et votre belle-sœur pour interrogatoire. J'ai cessé de respirer. Ils ne sont pas encore en état d'arrestation, mais nous avons de quoi ouvrir une enquête formelle. Vous serez bientôt contacté par un détective. Je l'ai remercié. Mes mains tremblaient encore quand j'ai raccroché. Cette nuit-là, je ne suis pas rentré chez moi. J'ai réservé une chambre à l'hôtel Ruby, au centre-ville. Quand Luc m'a appelé, je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Il m'a envoyé un texto à 22h07. As-tu parlé à la police? Qu'est-ce qui se passe, Claire? Nous devons parler. Je l'ai ignoré. Le matin, Ivy a également fait exploser mon téléphone. Elle a essayé la culpabilisation, puis les menaces, puis le silence. Le même jour, j'ai reçu un appel du détective Mandé. Elle était calme, intelligente et entièrement consacrée au travail. Elle a demandé à me rencontrer en personne. J'ai accepté. Nous avons parlé pendant plus de 2 heures. Je lui ai tendu tout ce que j'avais, y compris les photos originales de moi et de ma grand-mère. Je lui ai raconté toute l'histoire, de A à Z. Elle a pris des notes tout le temps. C'était personnel, a-t-elle dit.
Finalement, ils savaient ce que cela signifiait pour vous, et ils l'ont quand même pris. J'ai hoché la tête. Je ne veux pas seulement récupérer les bijoux, je veux la justice, a-t-elle dit. Alors laissez-moi faire mon travail. Je ne suis pas retourné à la maison. Je n'ai pas dit à Luc où j'étais, mais j'ai appris par une amie commune, Tara, de l'ancien travail de Luc, qu'Ivy était paniquée. Tara m'a appelé à l'improviste un après-midi. Claire, Ivy est venue au salon aujourd'hui. Elle avait l'air mal. Elle a dit que tu essayais de lui ruiner la vie. Elle a ruiné sa propre vie, ai-je dit platement. Tara a hésité. Elle a aussi dit que tu allais regretter ça. Que Luc avait un plan. Cela a attiré mon attention. Quel genre de plan, ai-je demandé. Elle n'a rien dit. Mais elle ne se défoulait pas. Elle tremblait comme si elle était au courant de quelque chose d'important. Je l'ai remerciée et j'ai raccroché. Puis j'ai appelé Rita. Elle bluffe, a dit Rita. Mais nous allons tout vérifier. A-t-il essayé de déplacer des actifs? Changer les mots de passe? Je n'avais encore rien remarqué de manquant, mais cette nuit-là, j'ai vérifié tous les comptes en ligne, les banques, les assurances, mon 401k, et j'ai changé tous les mots de passe. Heureusement que je l'ai fait. Luc avait essayé de se connecter à mon compte Rossira ce matin-là. L'alerte est arrivée dans ma boîte de réception 2 heures après que j'ai changé la connexion. Il pêchait. J'ai tout classé. Chaque fois que lui ou Ivy appelait, je l'enregistrais. Lorsqu'il m'a envoyé un email disant « Tu vas regretter d'avoir fait cette chose illégale », je l'ai envoyé au détective Mendes. Quand Ivy m'a envoyé une capture d'écran d'elle pleurant dans une voiture avec la légende « J'espère que tu es heureuse », j'ai envoyé ça aussi. Puis vint le rebondissement auquel je n'étais pas préparé. Le détective Mandé m'a appelé un mardi. Claire, a-t-elle dit, nous avons examiné les finances d'Ivy. Et elle a utilisé votre nom. Mon estomac est tombé. Que voulez-vous dire? Elle a ouvert une carte de crédit à votre nom l'année dernière. Petite, mais elle l'a débité de plus de 4000 $. Je suis restée silencieuse. Claire, je n'ai jamais vu cette facture. Comment a-t-elle fait pour me contourner? L'email de votre mari était répertorié comme contact, a-t-elle dit. Et les relevés papier allaient à une case postale qu'Ivy utilisait maintenant. Je suis restée là, tremblante, le téléphone collé à l'oreille. Elle a commis une usurpation d'identité. J'ai demandé. Techniquement, oui. Et avec l'email de votre mari répertorié comme contact, cela semble très mauvais pour lui aussi. Surtout maintenant que nous savons qu'il l'a aidé auparavant. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. Je suis juste devenue froide. Comment allons-nous procéder, ai-je demandé. Nous allons citer à comparaître la société de cartes de crédit. Cela prendra du temps, mais en attendant, nous allons porter des accusations pour les bijoux. Une fois que nous aurons les documents d'usurpation d'identité en main, nous ajouterons cela aussi. J'ai raccroché et je suis restée silencieuse pendant près de 2 heures. Puis je me suis levée, j'ai emballé tout ce qui m'était cher dans ma voiture et j'ai conduit chez ma sœur à Boise. J'ai laissé un mot à Luc. Pas un long. Tu as menti. Tu as volé. Et maintenant tu m'as traîné dans le brasier de ta sœur. Je ne suis plus ta femme. Je suis ton problème. Je l'ai bloqué sur tout. Mais ce n'était pas fini. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une assignation à comparaître au tribunal pour divorce. Il a déposé plainte avant que je ne le fasse. Rita n'a pas été surprise. Il essaie de prendre de l'avance sur l'enquête, a-t-elle dit. Contrôler le récit. Avoir l'air d'être la personne raisonnable. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant qu'il remplissait les papiers, le détective Mandé avait déjà rassemblé les pièces manquantes. 2 jours après la signification des papiers, elle m'a appelé. Je pensais qu'il voudrait l'entendre de moi, a-t-elle dit. Entendre quoi? Ivy a été arrêté. Pour 4 chefs d'accusation, vol, fraude, usurpation d'identité et complot. Refus de caution. J'ai fermé les yeux. Le soulagement m'a envahi. Et Luc? C'est son tour. Nous recommandons des accusations d'aide et d'encouragement et de fraude financière. Sur la base de la preuve de la carte de crédit et de cette lettre qu'il a signée chez le prêteur sur gage, ça suffit. J'ai expiré. Il n'en a pas encore la moindre idée, a-t-elle ajouté. Nous allons le cueillir demain. Le jour où ils ont arrêté Luc, je n'ai pas célébré. J'ai regardé de loin, littéralement.
Tara, l'amie commune, m'a prévenu. Elle a dit que Luc prenait un verre avec d'anciens collègues à Iron Goat Brewing. Je me suis garé à 2 pâtés de maison et j'ai attendu. Je n'en étais pas fier. Je voulais juste le voir tomber de mes propres yeux. Vers 18h45, 2 voitures banalisées se sont arrêtées. J'ai vu Luc rire, une bière à la main, ignorant tout. Les agents se sont approchés calmement, ont montré leur badge et l'ont menotté. Son sourire s'est effacé comme si on avait appuyé sur un interrupteur. Il a essayé de dire quelque chose aux agents. Puis il s'est tourné et a balayé la rue du regard. Je suis resté caché. Il ne m'a jamais vu. Et comme ça, il a disparu. Au cours des mois suivants, les choses sont allées vite. Le procureur a retenu les charges contre Ivy et Luc. Ivy a essayé de tout rejeter sur Luc. Elle a affirmé qu'il l'avait manipulé et qu'il avait promis de s'en occuper. Luc a essayé d'affirmer qu'il n'avait aucune idée qu'elle avait utilisé mon nom pour les cartes de crédit, mais la trace des emails montrait clairement qu'il avait reçu les alertes. Il avait approuvé les demandes. Il savait. Le propriétaire du prêteur sur gage a témoigné. La société de cartes de crédit a fourni des preuves. La vidéo d'Ivy portant le médaillon volé a été diffusée au tribunal. Et mes photos de moi et de ma grand-mère. Elles ont compté plus que je ne l'aurais cru. Le tribunal a vu une vraie femme, en deuil d'une vraie perte, violée par des gens en qui elle avait confiance. Le jury n'a pas mis longtemps. Ivy a écopé de 2 ans. Pas de libération conditionnelle. Restitution obligatoire. Luc, 3 ans. Le juge l'a qualifié de calculateur et de profondément irrespectueux de la confiance conjugale. Il a également été frappé d'une restitution complète, plus des amendes et une marque permanente sur son casier. Je me suis assise au fond de la salle d'audience pendant la lecture de la sentence. Ni l'un ni l'autre ne m'ont regardé. Mais ce n'est pas la fin. 6 mois après le procès, j'ai vendu la maison. Je ne voulais pas qu'un centime revienne à Luc. Avec l'aide de Rita, j'ai prouvé que ma part de la valeur nette de la maison était plus élevée que la sienne en raison des fonds d'héritage que j'avais utilisés pour rénover la cuisine et payer la dernière année de l'hypothèque. Il a essayé de le contester depuis la prison, mais il a perdu. J'ai tout pris et je l'ai utilisé pour ouvrir une petite boutique vintage à Boise. Je l'ai appelée Marjorie S-Box, d'après le nom de ma grand-mère. Ça a commencé petit, juste un coin de la 8e rue, mais ça a grandi plus vite que je ne l'avais prévu. Les gens aimaient l'histoire qui se cachait derrière. Ils aimaient que chaque objet ait un passé. Et un jour, juste 1 an après la condamnation de Luc, je suis entré dans l'arrière-boutique et j'ai vu un petit paquet emballé qui m'attendait sur mon bureau. Pas de notes, pas de nom. Je l'ai ouvert lentement. À l'intérieur, une pochette en velours. Vieux, familier. Ma bague en grenat. Le propriétaire du prêteur sur gage avait trouvé le moyen de la conserver discrètement pour moi après la fin de l'affaire. Il ne me l'a jamais dit. Il me l'a simplement renvoyé. J'ai pleuré dans cette arrière-boutique pendant 20 minutes d'affilée. Quelques mois plus tard, j'ai appris qu'Ivy était sortie plus tôt. Qu'elle avait obtenu une sorte de libération conditionnelle. Je m'en fichais. Elle a quitté l'État. Luc. J'ai reçu une dernière lettre de lui, de la prison. Il a dit qu'il était désolé. Qu'il n'avait jamais voulu me faire de mal. Qu'il avait paniqué quand Ivy a imploré de l'aide. Je n'ai pas répondu. Il voulait ce qu'il a fait. Même s'il n'y a pas réfléchi, et il a obtenu ce qu'il méritait. Moi, je n'étais pas parfaite non plus. J'ai laissé trop de choses glisser pendant trop longtemps. Je suis restée silencieuse quand j'aurais dû me défendre. J'ai laissé la culpabilité s'immiscer dans mes limites. J'ai payé pour ça. Mais j'ai appris. Je ne suis pas la même femme qui pleurait dans un prêteur sur gage il y a 2 ans. Maintenant, je porte la bague de ma grand-mère tous les jours. Et quand les gens me demandent où je l'ai eue, je souris et je dis, elle est revenue vers moi.